Le manga Hunter x Hunter est intéressant à étudier de bien des manières. On avait déjà vu dans une précédente vidéo sur Yu Yu Hakusho que son auteur, Yoshihiro Togashi, usait parfois de tout son génie pour nous délivrer des moments d'inventivité et de créativité anthologique au travers d'une mise en scène intelligente et soignée. Je vais tenter modestement de décrypter une de ces séquences au travers de cette vidéo. La scène qui nous intéresse donc aujourd'hui est tirée de l'arc des Chimera Ants ou Neo Green Life, comme vous préférez. C'est, entre parenthèses, probablement à l'heure actuelle l'arc que j'aime le moins pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas le sujet du jour. Petite remise en contexte pour les moins assidus. Gon, toujours sur les traces de son père, est accompagné par Killua et arrive sur une île coupée du monde où une invasion de fourmis mutantes a lieu. Ces fourmis, ce sont les fameuses Chimera Ants. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'arrivée de nos héros et l'événement qui va nous intéresser. La principale étant le décès de Kaito, le premier mentor de Gon. Gon va, suite à toute une série de péripéties, se retrouver face à l'objet de toute sa haine dans cet arc, Neferpito, la fourmi chimère responsable du décès de Kaito. Les deux personnages font un marché. En échange du temps nécessaire à la réalisation de soins médicaux pour un personnage particulier, Neferpito accepte de ressusciter Kaito. Finalement, après plusieurs minutes diégétiques mais plusieurs heures en termes de lecture, Neferpito finit par lui révéler l'inavouable vérité. Il est déjà mort. Oui, aucune résurrection n'est en fait possible. Comme souvent dans le manga et plus généralement dans la bande dessinée dans son sens global, la meilleure façon de révéler une information, c'est de la révéler en tournant la page. Parce que même si on lit dans l'ordre, notre champ visuel périphérique va nous donner des éléments de la page suivante, quand bien même on lutte pour ne pas les voir. Là, l'effet est encore plus saisissant parce que narrativement l'objectif de Gon est construit sur plusieurs chapitres et plusieurs tomes. Beaucoup d'événements intercurrents sont survenus, mais on gardait ce fil rouge. Et en termes de mise en scène, la valeur de la révélation est tellement importante qu'elle ne peut être annoncée que sur une double page. Dans la composition de cette double page, on se concentre sur l'essentiel, nos personnages et la phrase de Pito. Pas de décor superflu, ça n'aurait pas de sens. Remarquez bien la manière dont est dessiné Gon, comme d'habitude. Mais dès la case suivante, il est comme sous l'ombre. La révélation venant mettre fin aux espoirs à la lumière de Gon. Il est un peu éteint à ce moment-là, il encaisse le choc. Gon ayant les yeux entièrement noirs et un visage très simple, son chara-design d'aspect conduite traduit parfaitement son trait de personnalité caractéristique. Il est assez difficile de lui donner des expressions complexes. Alors, c'est pas une règle infaillible, Togashi en de rares occasions a fait, comme ce que j'ai décrit dans la vidéo sur Yu Yu Hakusho, un dessin super réaliste pour marquer le coup. Là, c'est pas la stratégie qui va être employée. On a cette case, puis va s'articuler un jeu entre des cases intéressantes Neferpito qui s'inscrivent dans le réel de l'action, comme le montrent les fonds, et celles de Gon qui sont suspendues au moment de la révélation avec le fond blanc. La case suivante peut symboliser le choc émotionnel et l'emphase mise sur le blanc peut traduire le sentiment de vide qui parcourt Gon. Remarquez aussi les yeux qui se troublent avec l'arrivée des larmes. La modification des yeux de Gon, qui jusqu'ici dans le manga étaient restés les mêmes, symbolise aussi l'importance de l'événement. Nouveau zoom sur son expression, les larmes coulent, et là on voit que c'est les cheveux qui se troublent à l'image des yeux. Le remplissage qui s'effectue par des trames habituellement et qui est d'un noir parfait n'est pas présent ici. C'est plutôt un remplissage en gris bouillant. On voit ensuite que le simple fait de se mettre à genoux, un mouvement simple, qui dans d'autres circonstances ne serait même pas montré, et mis à ce moment en avant, il est décomposé. On a ensuite un petit interlude et quelques pages plus tard, on retrouve Gon, dessiné dans le même état, avec une nouvelle double page qui cette fois-ci n'a pas valeur de révélation, mais nous replonge directement dans le contexte, car elle a les mêmes éléments que la page précédente, mais elle met Gon au premier plan, et est centrée sur ses pensées. Ses pensées, elles sont floues. Gon n'a aucun point où se rattacher, même Kaito, qui était l'objectif ultime, n'est pas reconnaissable ici. On voit Neferpito, à la cause de cette souffrance, avec autour en gravitation les pensées qui s'entremêlent. L'ai-je tué, suis-je fautif, non, si, enfin, c'est Neferpito, mais si Kaito y reviendra, tué, mort, décès, etc., etc. Rappelons encore une fois que Gon est un enfant extrêmement naïf, et, la case suivante, l'apparition du Hatsu de Neferpito reconcentre ses idées sur l'éventualité de la résurrection de Kaito, et on commence à retrouver le Gon qu'on a l'habitude de voir. Une nouvelle parole de Neferpito va recadrer son esprit, une nouvelle fois, mais sur une des différentes antagonistes même, la volonté de tuer celle qui lui a menti et qui lui a fait du mal. Et là, c'est la fin des doutes. Il se relève de son combat avec lui-même, poncif récurrent dans les Neketsu. On sent qu'on a atteint le point de rupture, la conclusion de toutes les réflexions de Gon. Il y a cette case qui sort un peu du lot, qui est peut-être le naine de Gon qui commence à s'embraser. Gon retourne graphiquement et narrativement dans la salle où était tout ce beau monde. Jusqu'alors, seuls nous, spectateurs, pouvions le voir, mais il y avait une dichotomie. Regardez attentivement les cases où Neferpito apparaît seul.
les cases où Gon apparaissent étant celles représentant sa psyché déconnectée de la réalité. Là, l'arrangement des cases, l'orientation donnée au travers même de ces cases traduit une notion de verticalité qui pourrait correspondre à la colère ou au nen de Gon qui augmente. Et à un moment, ça finit par exploser. Et sous quelle forme? Haute pensée du Shonen Neketsu, la transformation, qui prend la forme ici d'un colosse, fait dans un style de dessin inédit pour le manga, très typé encre de Chine. Si graphiquement les coups de pinceau traduisent essentiellement la transformation, on peut aussi aller chercher dans le sens qu'a l'utilisation de ce type d'encre habituellement en Asie et plus particulièrement au Japon. Mais là j'ai peur de vraiment trop surinterpréter, alors que justement je viens de vous dire le ressenti que l'on pourrait avoir en tant que lecteur sans forcément avoir connaissance de tout ce contexte. Alors, il y a quand même une citation que j'ai trouvé intéressant de vous partager qui est attribuée à un empereur chinois, Wu Wang, qui est comme la pierre Mei, qui est la pierre qui sert à la confection de l'encre de Chine, donc comme la pierre Mei dont on se sert pour noircir les lettres gravées, ne peut jamais devenir blanche, de même un cœur noirci d'impudicité retiendra toujours sa noirceur. Ici, bien évidemment, ce n'est pas l'idée de l'impudicité qu'il faut retenir, quoique le nombril apparent de Gon et son mini-short me laisse penser le contraire, mais bien ces notions de noirceur et d'immuabilité. Cet événement n'est pas une péripétie habituelle de Gonfrix. Elle est un marqué au fer rouge ou à la pierre noire. C'est un tournant de son existence qui va marquer le manga et qui nous rappellera que même malgré toute sa grandeur, notre héros peut aussi se montrer terriblement terrifiant. Voici donc un des moments phares de Hunter x Hunter qui, de prime abord, peut faire penser à un simple power-up comme on en retrouve peut-être beaucoup trop, mais qui cache son véritable sens de manière extrêmement subtile, si bien qu'à la lecture, on est inconsciemment happé dans la frénésie de Gon.